This mission is coming to you approximately halfway between the moon and the Earth. We've been 31 hours, about 20 minutes into flight. We have about less than 40 hours left to go to the moon. Showing you the Earth, it's a beautiful, beautiful view with predominantly blue background and just huge covers of white clouds. Particularly one very strong vortex up near the Terminator. Very, very beautiful. Donc là, on a eu un message, un extrait de tous les messages échangés entre les astronautes et le Mission Control. Les astronautes qui disent qu'ils sont donc approximativement à mi-chemin entre la Terre et la Lune, et l'observation qu'ils font de la Terre leur paraît tout à fait merveilleuse. Personne n'avait jamais vu la Terre d'aussi loin. Personne n'était jamais allé aussi loin dans l'histoire de l'humanité. Et c'est la première fois qu'effectivement on voyait la Terre dans sa globalité. Comme je l'avais dit au début de la simulation, aujourd'hui les astronautes qui vont dans la Station spatiale internationale volent à 400 km d'altitude de la surface terrestre. Et donc ils n'ont pas l'opportunité de voir le globe là comme ça. Ils ne voient pas l'intégralité enfin, en tout cas la moitié de la surface terrestre comme peuvent le faire les astronautes d'Apollo 8 pour la première fois. Et ça fait bien longtemps qu'on n'a pas eu ce point de vue sur la Terre. On commence à approcher 72 000 secondes. Voilà, 10 heures. Non, 6 heures, pardon. Alors, là, on s'est un peu écarté de la position à nouveau, donc on va de nouveau la rectifier. On est quand même à près de 10 heures, donc là, ça vaut quand même le coup qu'on consomme un petit peu de carburant. Voilà. Et c'est reparti. Houston, what you're seeing is the Western Hemisphere. Looking at the top is the North Pole. In the center, just lower to the center, is South America. All the way down to Cape Horn. I can see Baja California and the southwestern part of the United States. There's a big long cloud bank going northeast. Covers a lot of the Gulf of Mexico, going up to the eastern part of the United States. And it appears now that the east coast is cloudy. I can see clouds over parts of Mexico. The parts of Central America are clear. And we can also see the light bright spot of the sub-solar point on the light side of the Earth. Donc voilà, l'astronaute, je ne sais pas lequel, a fait un commentaire de ce qu'il voyait qui correspond à la description des nuages près évidemment, mais qui correspond à ce qu'on voit ici. Donc il expliquait qu'il voyait un tout petit peu la Californie, la côte est des États-Unis, le golfe du Mexique, l'Afrique du Sud et le continent antarctique. Okay, for colors, from
waters are all a sort of a royal blue. Clouds, of course, are bright white. The reflection off the Earth appears much greater than the moon. The land areas are generally a brownish, sort of dark brownish to light brown in texture. Many vortices of clouds can be seen of various weather cells. And that long band of cirrus clouds that extend from the entrance to the Gulf of Mexico going straight out across the Atlantic. The Terminator, of course, cuts through the Atlantic Ocean right now, going from north to south. The southern hemisphere is almost completely clouded over. And up near the North Pole, there's quite a few clouds. Southwestern Texas and southwestern United States is clear. I'd say there's some clouds up in the northwest and over in the northeast portion. Bien, donc il a fait un petit bilan météorologique, mais qui évidemment n'est pas géré par la simulation, qui ne peut pas reproduire les conditions nuageuses identiques à celles qu'il y avait en 1968. Donc là, on approche de l'horaire. Je vais ralentir la vitesse de simulation. Je vais me placer à environ 1 heure pour refaire le calcul, en espérant qu'il n'ait pas trop changé. Voilà. Donc c'est dans 1 heure. Alors on fait le calcul. Donc on avait 80-87. Ça n'a pas changé. Donc, toujours 24 secondes de poussée. On a bien une solution, on a bien tout ce qu'il faut. Allez, avançons un peu. On va aller à 30 minutes maintenant. Voilà, 31 minutes. Recalcul. Pas de changement. J'enclenche l'auto-burn. Et donc maintenant, on va attendre que la poussée ait lieu. Est-ce qu'on voit la Lune? Personnellement, je la vois toujours pas. Elle devrait être quelque part par là. Si on s'en tient à ce qu'on avait repéré la dernière fois, on va refaire la même opération. On va essayer de l'afficher. Ah, elle est là. Ah, elle est beaucoup plus grosse, mais malheureusement, on ne la voit pas vraiment. Ouais. Ou un faible terminateur ici. Donc en fait, le soleil, la Lune est entre nous et le soleil, et donc c'est la raison pour laquelle on ne peut pas la voir. Là, on la voit peut-être un petit peu mieux ici, là. Mais bon, c'est pas encore pour aujourd'hui. Enfin, pour aujourd'hui peut-être, mais pas pour maintenant. Pour aujourd'hui même certainement, puisque en fait là, donc on est à 60-29 et on va entrer, enfin on va faire la poussée pour entrer en orbite lunaire à 69,08, donc dans 8h30 environ. Donc maintenant, ça va aller très vite. Probablement, notre vitesse va accélérer à cause ou grâce à l'attraction de la Lune qui va forcir. Ici, je vais changer de vue, je vais mettre le moniteur de vol du Lunar Transfer MFD, comme je l'avais fait précédemment. Voilà, donc ça c'est notre trajectoire d'entrée sur la Lune, et nous on est au bout de cette ligne là-bas. Donc on va arriver comme ça. Bien. Et bien, maintenant, avançons
Alors là, en fait, on va faire ça. Ah, j'ai zoomé énormément. Ouais, je vais régler le zoom avec... voilà, normalement on devrait être zoomé à peu près comme ça. Voilà, donc on voit que la Terre s'est nettement éloignée hein, par rapport au point de vue qu'on avait antérieurement. Bien, on va se mettre à l'extérieur et on va regarder ce qui se passe. Et pour observer le mouvement de positionnement de notre CSM, voilà, là je me suis référé, enfin, je suis orienté sur l'espace tout entier, donc en fait on bouge pas par rapport aux étoiles, et si le CSM bouge, ce qui va probablement être le cas, ah voilà, on a vu ce moteur s'allumer là, donc je le rappelle, l'objectif c'est d'effectuer une poussée d'une durée déterminée dans une direction déterminée. Donc le moteur va pousser tout droit pendant un temps très précis qui est géré par l'ordinateur de bord et le positionnement du CSM relativement justement à l'ensemble des étoiles et aux trajectoires qu'on doit suivre est géré lui aussi par l'ordinateur. Alors objectivement, s'il était nécessaire, les astronautes pourraient conduire la procédure manuellement. C'est ce qu'ils ont dû faire d'ailleurs quand il y a eu l'accident Apollo 13 où ils n'avaient plus ce moteur-là à disposition, donc ils ont dû utiliser le LEM pour effectuer une poussée de correction, comme celle-ci là, pour pouvoir arriver avec le bon angle d'entrée sur Terre. Et, et en fait, bah, évidemment, l'ordinateur n'était pas prévu, je pense, encore que je suis pas sûr de ce que je dis là. Non, mais je pense que l'ordinateur n'était pas prévu pour effectuer la poussée à la fois du LEM et du CSM. Et donc, Houston leur a donné l'ensemble des paramètres de poussée, donc direction et durée de la poussée. Et, et ils ont fait le travail comme ça. Bien, donc on est à 60 secondes. Et là, on va avoir une poussée quand même bien visible puisque c'est 24 secondes. 48 secondes. Alors peut-être on aurait pu diminuer le temps de la poussée en changeant l'horaire de la poussée, mais bon, j'ai cherché à rester historique sur les horaires. Dans 10 secondes normalement. Burning. J'interviens pas là parce que
C'est pas très intéressant, hein. Houston, follow 8. Go ahead. Roger, burn on time, angles nominal. Burn time about 12 seconds. 0.2 feet per second left in the Delta VC. 0 in VGX. We have transferred the results of the burn over to the left slot with burn 66. All right, Roger. And got a couple of items to clean up. So we'll get you an RCS budget. We've got one red line now. We're trying to get some firmer numbers for you, and we'll have those in. Ils ont coupé le sifflet assez brutalement. Donc, en fait, on a entendu les astronautes donner les paramètres de vol et indiquer comment s'est déroulée la poussée. Attendez, alors ce que je vais faire, et justement, alors, profitons-en, on a entendu que les messages étaient extrêmement parasités, et c'est probablement parce que, en fait, à cause de la poussée qui venait d'être effectuée, le CSM avait pas ses antennes qui étaient orientées vers la Terre, et donc la qualité de la communication était extrêmement mauvaise. Et là, bon, on s'aperçoit que notre CSM là est en train de se réaligner progressivement avec la Terre. Je vais moi, d'ailleurs le réaligner en même temps. Et donc effectivement la qualité des communications redevient meilleure. Alors c'est un pur hasard hein, que les choses dans le cas de la simulation se soient présentées probablement comme elles se sont présentées historiquement, parce qu'il n'y a pas de raison qu'on ait poussé exactement dans la même direction qu'Apollo 8. Mais bon, voilà, ça peut expliquer en partie comment les choses ont pu se dérouler approximativement